Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 €, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 €, vous pouvez choisir une photo Full HD sur ma boutique. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Le thème du jour, c'est la voiture. Avoir une voiture en Norvège, c'est un très gros budget. Ici, beaucoup de familles n'en ont qu'une seule, qu'ils partagent, et si on a besoin de se déplacer beaucoup, c'est un calcul à faire car les transports en commun coûtent aussi très cher. Mais je vais commencer par vous parler du côté touristique, puisqu'il est possible de venir en vacances en Norvège avec sa propre voiture depuis la France. Dans cet épisode, je vais aborder des points différents. Je vais donc commencer par le côté touristique. Ensuite, combien de temps on peut rouler avec sa voiture française au début quand on s'installe en Norvège. Les frais divers liés à la voiture. Le prix d'achat ou d'import de son véhicule. La location, le covoiturage et enfin le permis. Commençons par le côté touristique. J'ai découvert qu'on pouvait venir en Norvège en voiture lorsque j'ai préparé mon déménagement, comme je vous l'ai raconté dans l'épisode sur l'intégration en Norvège. Et c'est vrai que je rentre en France pour Noël en voiture tous les ans, enfin d'habitude, cette année je suis pas rentrée évidemment. Mais en tout cas, ça dépend de là où vous partez depuis la Norvège et de là où vous allez en France. Mais si vous êtes plutôt dans le sud de la Norvège et que vous allez plutôt dans le nord de la France, ça prend pas tant de temps que ça. Par exemple, pour mes vacances de Noël, de Tønsberg à Charleville-Mézières dans les Ardennes, il y a 1400 km, donc c'est pas tant que ça. Je le fais en 2 fois, comme je le fais toute seule évidemment. Je m'arrête et je dors à Hambourg, qui est à peu près à mi-chemin. Mais je sais qu'il y en a qui rentrent d'une seule traite si vous êtes plusieurs à conduire. Vous pouvez vous relayer et rentrer directement. Mais sinon, les nuits d'hôtel sur la route coûtent pas très cher. Vous pouvez trouver une nuit entre 70 et 100 €. Donc c'est quand même important pour la sécurité de bien se reposer. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est possible de venir en Norvège en voiture. Et si vous voulez venir visiter la Norvège pour vos vacances, c'est à considérer en fait. Parce que si vous louez une voiture en Norvège, c'est pas excessivement cher, c'est à peu près les mêmes prix de location qu'en France. Il faut compter, je dirais, en moyenne 500 € par semaine, un truc comme ça. Ça dépend de la compagnie de location que vous allez utiliser, évidemment. Il y a une compagnie en Norvège qui est vraiment pas chère, qui s'appelle Rent Rec. Je vous mettrai le lien dans la description. Et c'est des véhicules vraiment un peu en mauvais état, d'où le nom de la société, mais en tout cas, c'est pas très cher. Il y a aussi Nabobil. Donc ça, c'est de la location de véhicules entre particuliers. Et avant, c'était ouvert à tout le monde. Maintenant, c'est réservé aux résidents norvégiens. Donc les touristes n'ont plus le droit d'utiliser ce système, mais c'était ce qui coûtait le moins cher. Et en fait, c'est à considérer parce que si vous prenez l'avion, les transports en commun ici sont très chers. Que ce soit le train, les lignes internes pour les vols intérieurs sont pas très très chères, mais le train c'est cher, le bus, le tram, tous les transports en commun sont vraiment très chers. Du coup, sur la totalité de votre séjour, ça peut vraiment représenter un gros budget. Donc c'est un calcul à faire en fonction du temps de votre séjour. C'est sûr que si vous restez un week-end ou 3-4 jours, ça vaut pas le coup. Mais si vous faites plus d'une semaine, 10 jours, 15 jours, là ça vaut vraiment le coup, en fonction encore une fois du temps que ça va vous prendre. Je vais vous donner un petit peu plus loin dans cet épisode des exemples de tarifs de transport. Et puis vous pouvez aussi consulter l'article que j'ai sorti il n'y a pas longtemps sur le coût de la vie en Norvège et vous aurez des exemples de tarifs pour les choses de la vie de tous les jours, la nourriture, les sorties, le prix de l'essence, etc.
Donc ça vous permettra de faire un calcul pour voir si ça peut valoir le coup. C'est pareil si vous avez des enfants en bas âge et qu'il faut louer des sièges auto, des poussettes, tout ça, au final c'est un gros budget, donc ça peut peut-être valoir le coup de perdre, entre guillemets, les 4 jours aller-retour de route pour pouvoir faire ces économies-là si vous avez le temps. Pour vous donner un ordre d'idée de prix des trains, par exemple, parce que ça, je suis pas sûre que je le donne dans l'article sur le coût de la vie. Moi, j'habite à Tønsberg, donc c'est à 1 heure écart au sud d'Oslo seulement, c'est à 120 km, je crois, un truc comme ça. Et l'aller-retour de Tønsberg à l'aéroport d'Oslo, c'est 700 couronnes. Donc c'est plus de 70 € par personne. Donc si vous êtes 4, il y a des tarifs enfants évidemment, mais bon, c'est quand même un budget. Donc ça fait un gros budget. Le bus en ville, le tram, que ce soit à Oslo ou ailleurs en Norvège, c'est entre 35 et 37 couronnes. Donc ça fait 40, 80, ça fait presque 8 € l'aller-retour par personne pour prendre juste le bus. Donc si votre logement est un petit peu en dehors du centre-ville et que vous devez prendre les transports à chaque fois pour aller visiter la ville, ça va tout de suite être un gros budget. Et il y a aussi un point qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en France, il y a beaucoup de transports en commun de partout, même dans les campagnes, tout est plutôt pas mal desservi. En Norvège, c'est pas la même chose. Vous avez beaucoup de bus et de trams, évidemment, dans les villes, mais dès que vous voulez vous éloigner un petit peu, il y a des transports en commun pour aller à certains spots un peu touristiques, etc. Mais il y en a pas beaucoup. Il y a des bus quelquefois une fois par heure ou une fois toutes les 2 heures. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut être vraiment embêtant parce que si vous attendez le bus, que vous allez à un endroit, que vous vous promenez, qu'il faut réattendre pour rentrer, il va vous falloir une journée complète pour aller visiter un lieu. Alors que si vous aviez eu une voiture et que vous vous étiez promené librement, vous auriez pu visiter peut-être plus de choses. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en considération en fonction de est-ce que vous allez aller en ville ou est-ce que vous allez visiter la Norvège, traverser les fjords, etc. Là, avoir une voiture, c'est quand même indispensable. Une question qui revient souvent aussi, c'est combien de temps on peut rester sur le territoire en Norvège avec sa voiture française. Alors c'est 3 mois maximum, ce qui correspond au visa touristique. Je dis visa, il n'y a pas besoin de visa en fait, avec sa carte d'identité, on n'a même pas besoin de passeport, la Norvège fait partie de l'espace Schengen. Donc avec sa carte d'identité, ça suffit, on peut venir visiter la Norvège librement, et c'est donc 3 mois maximum. Les péages sont automatiques, ça fonctionne en système d'autopass, donc on a un petit boîtier qu'on vient coller sur le pare-brise, et en fait on est scanné automatiquement. Alors comment gérer ces péages lorsqu'on circule en Norvège avec sa voiture française ? Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a un site sur lequel il faut s'inscrire pour faire enregistrer le véhicule. Et en fait, si vous n'avez pas ce petit boîtier sur votre pare-brise, normalement, on est censé être scanné par la plaque d'immatriculation et du coup, il nous retrouve et on est censé recevoir la facture quelque temps après. Et donc, je dis censé parce que beaucoup ne les reçoivent jamais, en fait. Il y en a qui les ont reçus, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, la société qui gère ces péages en Norvège, elle est située à Londres. Et en fait, ils mettent un peu de temps à faire les liens avec les gens et tout, et je pense qu'il y a beaucoup de factures qui passent à la trappe. Alors quand on est résident et qu'on a le petit boîtier sur la voiture, je vous rassure, on les paye les factures. Ça, il n'y a pas de souci, ils nous retrouvent. Mais en tout cas, pour le côté touristique et le fait d'être scanné avec la plaque d'immatriculation, moi-même, je n'ai jamais reçu les factures. J'ai circulé, je vais vous en parler après, pendant 1 an avec ma voiture française, je n'ai jamais reçu aucune facture. Par contre, quand j'ai emménagé, j'avais déclaré le camion
que j'avais utilisé pour le déménagement, et là pour le camion j'avais reçu les factures, mais jamais pour la voiture. Donc en tout cas voilà, si vous voulez être en règle et pas stressé, il faut juste enregistrer le véhicule, et puis après ce sera la surprise de savoir si vous recevez les péages ou pas. Si vous voulez vous installer en Norvège, combien de temps on peut rouler avec sa voiture française? Alors ça c'est pareil, il faut faire la demande, je vous mettrai aussi le lien dans la description. En fait, il faut enregistrer son véhicule et il faut avoir fait évidemment donc une demande d'un numéro d'identité norvégien, et donc on peut rouler pendant 1 an avec ce véhicule seulement si on s'enregistre comme nouveau résident évidemment. Vous pouvez pas rester, si vous êtes venu 3 mois en touriste et que vous vous dites ça me plaît trop, j'ai du temps, je veux rester plus mais je veux pas venir m'installer en Norvège. Là vous n'avez pas le droit de toute façon, normalement, ni de rester sur le territoire norvégien, ni de circuler avec votre véhicule si vous n'avez pas fait la demande de ce numéro. Alors je sais que en ce moment il y a beaucoup d'attentes. J'ai eu la chance, moi, d'obtenir mon numéro d'identité très vite. Alors c'était il y a 6 ans et demi maintenant, mais c'est vrai que quand j'ai envoyé ma demande, c'était en même temps que le dépôt de ma société. J'étais passée par un cabinet de comptable qui m'avait rempli, signé les documents et envoyé. Et en 10 jours, je crois, 15 jours, peut-être 2 semaines, on a reçu notre numéro d'identité norvégien, mais permanent. Donc ça, on a eu de la chance. Normalement, quand on ne travaille pas encore et qu'on s'installe comme nouveau résident en Norvège, on reçoit un numéro temporaire qui est valable 6 mois et renouvelable. Mais nous, comme on avait fait le dépôt de nos sociétés, je sais pas pourquoi, mais on a reçu directement, on a eu la chance de recevoir directement un numéro d'identité norvégien permanent, mon compagnon et moi. Et c'est allé vraiment très vite. Mais j'ai vu sur les réseaux dernièrement que ça prenait beaucoup plus de temps. Il y avait quelquefois 6 mois d'attente pour avoir ces rendez-vous. Donc si vous justifiez d'avoir ce rendez-vous qui est pris, même si vous dépassez ces 3 mois, normalement je pense qu'il n'y a pas de souci puisqu'ils savent que les rendez-vous sont longs à cause de leur gestion de ces demandes, donc il n'y aura pas de souci normalement à partir du moment où vous pouvez justifier de ce rendez-vous. Alors je vais y revenir un petit peu après dans l'épisode, mais c'est vrai qu'avoir une voiture en Norvège ça coûte vraiment très très cher, donc en général quand on arrive à la fin de la première année et qu'on commence à vraiment se demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste en Norvège, etc., comment on va faire pour le véhicule, et quand on commence à se renseigner sur le coût de la voiture, en général ça fait un petit peu peur. Et on essaye tous d'obtenir des dérogations pour pouvoir utiliser notre véhicule un peu plus longtemps. Mais malheureusement, c'est du cas par cas, ça marche pas pour tout le monde. Il existe effectivement des dérogations pour obtenir une autorisation de circuler avec son véhicule pour une 2e année. Ça marche pour, par exemple, les travailleurs étrangers qui travaillent en partenariat avec des sociétés qui sont à l'étranger mais qui ont besoin de leur véhicule en Norvège, comme ceux qui travaillent dans le bâtiment, etc. D'ailleurs, vous verrez beaucoup de voitures étrangères polonaises, parce qu'il y a beaucoup de sociétés polonaises qui travaillent dans le bâtiment, et du coup, c'est des gens qui sont vraiment à cheval sur les 2 pays, qui travaillent la moitié de l'année, par exemple, en Norvège, et puis qui rentrent dans leur pays le reste de l'année. Donc, du coup, ils ont besoin de leur véhicule. Et en fonction des sociétés, etc., voilà, ils peuvent avoir des dérogations pour garder leur véhicule. Pour les étudiants aussi, je crois qu'il y a des dérogations possibles. En tout cas, c'est vraiment au cas par cas. Il y a un lien que je vous mettrai dans la description pour faire la demande. Moi, j'avais tenté, j'avais essayé en justifiant à l'époque que j'avais besoin de faire des allers-retours pour mon travail en vidéo. Donc j'avais ma société norvégienne ici pour faire de la photo et de la vidéo, et j'avais justifié que j'avais des projets en France.
des projets vidéo à aller filmer en France et que du coup j'avais besoin de mon véhicule pour me déplacer entre les deux pays. Mais ça a été refusé. Je crois qu'ils sont vraiment pas très cool pour cette autorisation, donc il y a vraiment très peu de personnes qui arrivent à obtenir la dérogation pour cette deuxième année. Pour ceux qui habitent déjà ici ou qui se sont déjà bien renseignés, vous savez qu'il y a beaucoup de lois à respecter, il y a beaucoup de choses qui sont amendables, et justement l'utilisation de son véhicule plus de la première année coûte environ 10 000 euros. Donc c'est pas une blague, c'est pas un chiffre exorbitant comme ça juste pour vous faire peur. J'en connais plusieurs qui ont eu cette amende. Et nous, on a changé notre véhicule peu de temps après justement cette première année parce qu'on avait trop peur, quoi. On s'est dit, si jamais on se fait attraper et qu'on doit payer cette amende, comme déjà tout est cher en Norvège et qu'au début, en général, on galère un petit peu financièrement, on s'est dit, si jamais on se fait attraper, qu'on doit payer ça, c'est fini, quoi. Le projet, il tombe à l'eau, il faudra qu'on rentre parce qu'on peut pas payer ces 10 000 euros. Donc c'est toujours un petit problème en général quand on arrive à la fin de cette première année. Je passe maintenant au thème de l'achat ou de l'import de véhicules. Alors, je vous raconte un petit peu mon histoire perso. Je ne suis pas experte de tout le thème sur les véhicules, mais j'ai acheté plusieurs voitures en Norvège, donc je vais pouvoir vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc, à la fin de ma première année, j'avais ma voiture, une Citroën C3, que j'aimais bien et que j'aurais voulu garder, donc je me suis renseignée pour la faire importer. À savoir que la C3 que j'avais valait à peu près à l'époque en France dans les 13 000, 14 000 euros, un truc comme ça. Et donc j'ai fait la demande sur le site pour l'importation, pour connaître le tarif. Et on me demandait 14 000 euros pour faire importer cette voiture. Donc ça me revenait à plus de 30 000 euros pour une Citroën C3. Donc évidemment, ça ne valait pas le coup. Donc j'ai ramené ma voiture en France, je l'ai revendue en France, je suis revenue en avion et j'ai racheté une voiture norvégienne ici après. Je ne connais personne qui a fait importer sa voiture, mais je crois que ça vaut le coup que pour les voitures de collection ou pour les véhicules vraiment luxe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les prix des voitures en Norvège sont beaucoup plus cher qu'en France, pas pour tous les véhicules, mais en tout cas pour les véhicules diesel ou essence, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus cher. Pour les voitures électriques, c'est à peu près le même prix. J'ai comparé sur quelques modèles, par exemple sur un modèle qui coûte dans les 30 000 euros en France, le modèle est à peu près à 300 000 couronnes ici, donc c'est à peu près les mêmes prix. Par contre, pour les voitures essence ou diesel, pour une C3 qui coûte 14 000 euros en France, en Norvège, elle coûte 230 000 couronnes, donc à peu près 23 000 euros neuve. Et ce qu'il faut savoir, ça je l'ai découvert cette année parce que j'avais pensé à acheter une voiture neuve, donc j'étais allée voir chez des concessionnaires pour acheter une voiture neuve. Et je savais qu'il existait des frais de mise en circulation, tout comme en France, mais je ne connaissais pas le montant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture neuve en Norvège, ça coûte 50 000 couronnes de plus, juste pour la mise en circulation, donc pour la carte grise. En France, c'est entre 200 et 300 euros, je crois. Donc ici, c'est 5 000 euros quand même. Donc vous rajoutez 5 000 euros juste pour acheter une voiture neuve. Donc ce qui faisait la C3 à 30 000 euros à peu près. Une C3, c'est pas une grosse voiture, c'est pas une petite voiture, mais c'est pas une grosse voiture non plus. Donc si vous avez une famille avec des enfants, un chien, que vous voulez faire du ski par exemple, etc., il faut tout de suite des plus grosses voitures, et là on est plutôt dans les 40 000, 50 000 euros. Donc ce que beaucoup de gens font, c'est d'acheter des voitures d'occasion, mais pas très vieilles. Des voitures qui ont 1 an, par exemple, ou de reprendre, comme j'ai fait cette année, un leasing de quelqu'un qui n'a pas acheté la voiture à la fin du leasing. C'est comme en France à peu près, au bout de 6 mois d'utilisation environ, la voiture, elle perd 1/3 de sa valeur, et si elle n'a pas beaucoup de kilomètres, qu'elle n'est pas accidentée, etc., ça peut vraiment être un très bon plan.
Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter une voiture essence ou diesel en Norvège ? Souvent, les questions sont posées aussi par rapport au climat. Il n'y a pas vraiment de différence en fait. Simplement, là la différence, c'est que en fait maintenant, il ne se vend presque plus de modèles diesel. Moi, quand je suis allée pour acheter ma voiture il y a 3 mois, il n'y en avait aucun. Il n'y avait aucun véhicule en diesel, tout était en essence, donc il y en a vraiment très très peu à la vente, en occasion seulement, mais dans les véhicules neufs, il n'y en a plus du tout. Et même dans les véhicules d'occasion, c'est quand même très souvent des essences. Il y a des taxes à venir sur les diesels en cas de pic de pollution dans les villes, notamment à Oslo. Après, ça arrive vraiment très très peu. Moi, en 6 ans, c'est arrivé une seule fois. Après, vous allez avoir tous les partisans, évidemment, des voitures électriques. Donc, la Norvège, c'est un pays qui se veut tout électrique d'ici 2050, en interdisant la vente de véhicules autres qu'électriques à partir de 2025. Ce sont des chiffres, le gouvernement souhaite aller vers ça, mais on ne sait pas vraiment si c'est possible. Parce que beaucoup de routes de Norvège sont difficilement accessibles aux véhicules électriques, pour la simple et bonne raison que, alors déjà un véhicule électrique coûte environ le double d'un véhicule essence, donc tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule qui coûte minimum 30 000 €, donc ça c'est quand même un point à prendre en considération. Et ensuite, le deuxième gros problème, qui par exemple pour moi était un gros problème qui faisait que je ne pouvais pas acheter une voiture électrique, si vous prenez par exemple la voiture électrique Zoé, sur le papier, les fournisseurs vous vendent cette voiture comme ayant une autonomie d'environ 450 km, un peu plus même, jusqu'à 500 km. Sauf que ça, ce sont des chiffres avec les compteurs de tous les réglages de conduite à 0. Donc si vous allez sur le site du véhicule, vous pouvez faire des tests en fait d'autonomie. Et ces 450 km, si vous regardez bien, ils sont faisables si vous roulez à 20 km/h à peu près, par une température de 20 degrés et sans aucun confort intérieur de voiture. Donc pas de radio, pas de chauffage, pas de clim, rien qui touche à la batterie. Donc évidemment ça se passe jamais comme ça. Si vous roulez à 110 km/h par exemple, pour aller de chez moi à Tønsberg, à Oslo, c'est de l'autoroute non-stop, donc admettons je roule à 110 km tout le temps, l'hiver, par des températures entre 0 et moins 10, avec du chauffage, évidemment, et bien là, on tombe à 170 km d'autonomie. Donc c'est plus 500, hein. D'un coup, l'hiver, on passe à moins de la moitié. Donc 170 km, eh bien moi, je peux pas faire l'aller-retour Tønsberg-Oslo sans recharger. Donc c'est très embêtant, parce que quand je vais à un shooting photo ou vidéo, par exemple, je peux pas forcément laisser ma voiture à une borne électrique pour qu'elle recharge le temps que je travaille. Moi, je dois me garer juste devant l'endroit où je vais travailler, parce que j'ai beaucoup de matériel à décharger. Donc, ça fonctionne pas toujours, en fait. En Norvège, il y a des distances avec des routes où il y a rien pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc, on peut pas toujours s'engager sur des routes avec des véhicules électriques. C'est assez compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui ont des Tesla, en dehors du fait que c'est chic, c'est à la mode et que c'est un véhicule de luxe, donc voilà, c'est classe. À savoir que le premier modèle Tesla, le modèle S, coûte entre 80 000 et 140 000 €, et le modèle Tesla 3 coûte dans les 50 000 €. Et effectivement, il y a une autonomie de batterie qui est beaucoup plus intéressante. Donc ce côté tout électrique d'ici 2050 et interdiction de vente de véhicules essence à partir de 2025, très honnêtement, je ne sais pas si c'est possible, parce que déjà, il n'y a pas assez de chargeurs partout en Norvège pour les véhicules. Même si le gouvernement prend la décision d'installer des nouveaux chargeurs un peu partout, il y a vraiment des zones de no man's land partout en Norvège, donc je vois pas bien comment c'est possible de fournir des bornes électriques pour plus de 5 millions d'habitants.
Il faut aussi prendre en considération que l'électricité en Norvège est assez chère. Les tarifs varient, notamment en hiver, il y a toujours des augmentations. Cette année, entre le tarif de novembre et le tarif de février, ça a été multiplié par 6, donc c'est un budget qu'il faut aussi prendre en considération. Et également l'installation d'une borne de recharge. Petite précision sur les achats d'occasion. Il faut faire vraiment très attention parce que, étant donné que tout coûte très cher sur les véhicules en Norvège, beaucoup de gens revendent leurs véhicules quand ils sentent arriver des problèmes ou quand ils savent qu'ils sont un petit peu avant quelques kilomètres où il va falloir changer la courroie de distribution par exemple qui coûte cher à changer, ou s'ils sentent que le véhicule il est un peu bizarre ou que voilà il va y avoir beaucoup de frais, beaucoup de problèmes, en général ils revendent. Donc attention à ça. J'ai 2 amis qui ont acheté des voitures à des particuliers et qui se sont vraiment fait avoir. Bon, ils n'avaient pas mis très cher, hein. Je crois qu'ils avaient mis 5 000 ou 4 000 ou 5 000 euros. Et ceci dit, pour 5 000 euros, en France, vous pouvez avoir une bonne petite voiture d'occasion. En Norvège, vous avez vraiment pas grand-chose avec ça. Et eux, ils ont acheté une voiture à quelqu'un. Je crois qu'ils ont pu rouler 3 mois avec et la voiture, elle a complètement lâché à la fin. Donc je pense que la personne savait que la voiture allait lâcher, qu'ils ont revendu et que voilà, après, ils espèrent que la personne va pas trop tester, etc. Normalement, il y a des recours. Je crois qu'on peut, pendant 2 ans après l'achat, faire des recours, etc. Mais bon, c'est un peu... je maîtrise pas trop le sujet, mais en tout cas, je connais plusieurs personnes qui se sont vraiment fait avoir, qui ont acheté des voitures qui ont vraiment rendu l'âme peu de temps après l'achat, donc ça, faut faire attention. Et ceci dit, si vous achetez en garage, eh bien, c'est pas forcément plus sécure, parce que moi, je me suis un petit peu fait avoir avec ma première voiture en Norvège, que justement, j'ai voulu acheter en garage, en concession, d'occasion. Je me suis dit, je vais pas faire entre particuliers, parce que j'ai trop peur de me faire arnaquer. Donc, j'ai acheté une C3. Vous allez dire, elle est obsédée avec les C3, celle-là. Mais c'est une voiture qui me correspond bien, parce que les C1 c'est trop petit, les C4 c'est trop grand. Et mon papa, qui est à la retraite maintenant, était ingénieur chez PSA, donc en fait j'ai pas le droit d'acheter autre chose que du Citroën, quoi. Voilà, c'est un petit peu la petite blague, mais non, mais j'aime bien, en plus les C3 sont cool. Donc je cherchais une C3 en garage. Et en fait, elle était garantie encore 2 ans après l'achat. En Norvège, les véhicules sont garantis pendant 5 ans. Ce qui n'est pas le cas pour tous les véhicules en France. Je sais que certaines garanties s'arrêtent au bout de 3 ans. En Norvège, c'est 5 ans. Et en fait, on a eu des problèmes avec la voiture dès le début, quoi. On a eu plein de petits trucs à faire. Et du coup, là, on s'est rendu compte des frais que coûte une voiture. Et c'est donc le prochain thème que je vais aborder. Le premier problème qu'on a eu, c'est qu'on entendait des bruits un petit peu bizarres vers l'arrière de la voiture, donc on est allé faire vérifier en garage. Et en fait, il y avait le pot qui était légèrement dessoudé. Enfin, c'était vraiment rien de grave. Fallait juste faire un petit point de soudure, nous a-t-on dit. Et ça nous a quand même coûté 250 € pour un petit point de soudure. Donc, bon, c'est vrai que là, on s'est dit, d'accord, ok, ça promet. Puisque je suis dans les anecdotes de garage, je vous raconte la suite pour vous donner aussi un ordre d'idée. C'est que, arrivé un moment, il a fallu changer les plaquettes et les disques de frein de la voiture. Donc moi, j'y connais absolument rien. Et justement, quand on a fait ressouder ce pot, le garagiste a vu que les plaquettes et les disques étaient usés. Donc en fait, il nous a fait une offre en nous disant si vous venez faire réparer chez nous avant 2 mois, vous avez une réduction, et donc avec une facture, avec un devis. Et moi je connaissais absolument pas les tarifs, donc j'ai appelé mon papa et je lui ai demandé.
Et quand je lui ai annoncé les prix, il n'y a pas cru. Je lui ai dit papa, c'est normal si le monsieur au garage il me demande 500 € pour changer 2 plaquettes de frein. Et là du coup mon père il s'est mis à crier, il m'a dit mais non, mais n'importe quoi, c'est pas du tout ces tarifs-là, reviens avec ta voiture à Noël et moi je vais te les changer les plaquettes. Et effectivement, mon père l'a fait lui-même et je crois qu'avec l'achat des plaquettes et des disques, j'ai dû en avoir pour 150 ou 200 € maximum. Donc voilà, 500 € c'était vraiment très 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 cher. Puisqu'on est dans les petits détails techniques, je voulais vous donner quelques conseils concernant le fait d'avoir un véhicule et d'être dans un pays où il fait froid. Alors, ce sont des conseils qui sont pas forcément valables que pour la Norvège, hein. Les gens qui ont des voitures, qui habitent à la montagne, en France ou partout ailleurs dans le monde, ont l'habitude de faire attention à tous ces points. Mais moi, j'ai eu mes premières voitures quand je suis arrivée en Norvège, en fait, parce qu'avant, j'habitais à Paris et j'avais pas de voiture, je me déplaçais en scooter. Donc, j'ai découvert, en fait, ces petits problèmes en Norvège. C'est rigolo parce que c'est des points sur lesquels on m'avait mis en garde. Et j'y ai pas cru en fait au début, je me disais oh non mais attends c'est un truc de daron comme on dit, de faire attention à ça, c'est bon et tout. Et puis en fait bah non j'ai bien eu le problème. Le premier point c'est le frein à main. J'avais toujours entendu dire que quand il faisait froid l'hiver, il ne faut pas serrer son frein à main, il faut pas l'utiliser en fait, il faut passer une vitesse pour bloquer la voiture. Mais c'est vrai que moi je me sentais jamais trop à l'aise de laisser la voiture comme ça sans utiliser le frein à main. Et je l'ai utilisé en continu pendant 3 ans. Et bien, au bout de 3 ans, effectivement, le frein à main de ma voiture ne serrait plus. J'étais obligée de le serrer de plus en plus fort parce que la voiture, elle continuait de bouger. Et du coup, il était complètement abîmé au bout de 3 ans d'utilisation dans le froid. Alors si de temps en temps vous vous retrouvez à vous garer dans des endroits où vraiment c'est très pentu, si vous l'utilisez de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais en permanence en tout cas, effectivement, ça l'abîme. Là, la dernière voiture que j'ai achetée, c'est une boîte automatique, donc du coup avec le mode parking, là ça tient vraiment très bien, donc je n'utilise plus du tout le frein à main. Deuxième point, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un garage. J'ai déménagé l'année dernière et j'ai un garage maintenant cette année, donc je suis bien contente que ma voiture passe l'hiver au garage, mais pendant les 6 premières années, mes voitures sont restées dehors. Et c'est vrai qu'avec le froid, il y a aussi les joints de porte qui s'abîment beaucoup, qui restent collés l'hiver. Et quand on ouvre la porte et qu'on force un petit peu sur les joints, ça les abîme. Donc il existe des petits produits qu'on vient mettre dessus pour empêcher justement que ça colle et pour protéger les joints. Donc ça c'est important parce que souvent quand les joints sont abîmés et qu'il faut les changer, il faut changer tout le tour et du coup ça peut représenter un gros budget. Et enfin, troisième point, alors ça c'est pareil, au début quand je suis arrivée en Norvège, ça me faisait marrer. À chaque fois que je voyais des gens faire ça, je me disais oh là là, regarde le daron, il a mis ses essuie-glaces en l'air. Et en fait, effectivement, les balais d'essuie-glaces n'aiment pas le froid et le gel non plus. Et en fait, ils s'abîment très vite, ils vont durcir et du coup, ça essuiera plus. Il faudra les changer assez souvent. Et c'est pareil, c'est un budget quand même assez conséquent. Avec l'usure et le fait qu'ils sont quand même assez abîmés l'hiver. Et effectivement, donc, une des techniques, c'est de relever ces essuie-glaces la nuit. Pour pas que le joint de l'essuie-glace du balai reste au contact du carreau et gèle. C'est obligatoire de circuler avec les feux de croisement allumés, quel que soit le climat, le temps, le moment de la journée, c'est obligatoire tout le temps. Sur certains modèles de voitures, d'ailleurs, on peut carrément pas les éteindre, en fait, à partir du moment où on démarre la voiture, les feux de croisement s'allument, et même quand on met les phares sur 0, en fait, ça reste allumé en feu de croisement. Ces phares s'usent plus ou moins vite. Je sais que sur ma voiture précédente, c'était assez embêtant parce que les ampoules, du coup, fallait les changer vraiment très très régulièrement, alors que c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qu'on change moins souvent.
Dans les petites particularités de voitures nordiques, la plupart des modèles sont équipés de sièges chauffants en série, ce qui n'est pas du tout le cas en France. C'est une option qui est plutôt d'ailleurs assez chère. En Norvège, sur les modèles même de base, c'est inclus sur vraiment presque tous les modèles, et c'est vrai que c'est quand même très très confortable. Le prix de l'essence varie. Et c'est entre 12 et 17 maintenant, couronnes le litre. Petite astuce pour moins dépenser, j'y reviendrai dans un épisode à venir, mais l'essence est en général beaucoup moins chère le lundi. Pour un véhicule de type C3 environ, c'est dans les 700 couronnes à peu près le plein. Donc si on roule régulièrement quand même, on en fait 4 par mois à peu près, ce qui fait un budget de 2800 couronnes par mois d'essence environ. Il faut aussi compter donc les frais de péage, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est résident en Norvège, on a ce petit boîtier qu'on vient coller sur le pare-brise de son véhicule, et donc on est scanné automatiquement. Et en fait en Norvège, il y a des péages à plusieurs endroits, il y a des péages à l'entrée des villes, à Oslo, à Bergen, et il y a aussi des péages autour des zones de travaux. Alors ce qui est très intéressant en Norvège, c'est que les péages sont mis en place pour financer les travaux. Et quand les travaux sont remboursés, ils enlèvent le péage. Et ça, c'est vrai parce que nous, on a eu la construction d'un tunnel juste à côté de chez nous. Et quand on est arrivé en Norvège, le péage était en place. Et au bout de 3 ans, je crois, ils avaient fini de rembourser le tunnel, donc ils ont enlevé le péage. Là, on a eu des nouveaux travaux à côté pour faire une nouvelle route. Ils ont transformé une 2 voies en 4 voies. Et du coup, pour financer ces travaux-là, on a de nouveau un péage pour passer par cette zone. Il y a aussi des péages sur certaines portions d'autoroute qui ne sont pas forcément en travaux, mais ce sont des péages fixes. Une petite précision par rapport aux vitesses de circulation, justement je viens de parler des autoroutes. En Norvège, il y a très peu d'endroits où on peut rouler à 110 km, c'est le maximum autorisé. La plupart des autoroutes sont limitées à 100 km/h. Il y a des petites portions où il y a 110, mais c'est pas partout. Il y avait eu un sujet sur NRK il y a pas longtemps où justement ils voulaient tester certaines portions à 130 km et ça a fait un peu scandale, ça a fait jaser de partout. Donc ils ont testé sur certaines portions, mais ça n'a pas été testé longtemps. Là, je l'ai pas revu, donc à mon avis, ça ne va pas être validé. Ensuite, le tarif des assurances. Alors, pour une Tourisque, encore une fois, pour un véhicule équivalent à une C3, c'est dans les 600 couronnes par mois. Pensez à demander un justificatif de vos bonus à votre assurance en France, parce qu'ils sont valables ici. Moi, j'avais un justificatif en plus en français, je crois. J'étais à la MAF en France et ils n'avaient pas voulu m'envoyer un courrier en anglais, donc ils m'avaient envoyé le courrier en français. Mais comme il y avait le terme bonus avec le chiffre, etc., c'est passé ici, ils l'ont accepté, ils ont compris le document. Et donc j'avais fait la conduite accompagnée, j'ai jamais eu d'accident, et du coup j'étais à 50% de bonus et ça a été validé ici. Donc je paye 600 couronnes par mois avec ces 50% de bonus. Alors c'est hyper pratique, tout se fait en ligne, par mail, il n'y a même pas besoin de se présenter là-bas, on envoie juste la photocopie de la carte grise, notre document d'identité, etc. Et on reçoit l'offre avec le tarif pour l'assurance, donc c'est vraiment très rapide. Il existe des comparateurs aussi d'assurance véhicule. Et il faut rajouter aussi, dans ces frais d'assurance, en Norvège, il y a des frais de route. On est obligé de les payer, on n'y échappe pas, on ne peut pas ne pas les payer. Et ces frais de route sont inclus justement dans les assurances. C'est 3500 couronnes à peu près par an qu'il faut rajouter donc à cette assurance mensuelle. Donc en fonction de vos véhicules, c'est entre 800 et 1000 couronnes par mois pour l'assurance et les frais de route. À savoir que les bonus
par rapport à l'assurance augmente aussi en Norvège, même pour les étrangers. Là, après 6 ans de conduite ici sans accident, je viens de passer à 70% de bonus, donc ça m'a fait baisser un petit peu le prix de mes mensualités. Un autre point à prendre en considération pour les frais de voiture, ce sont les pneus. Parce qu'en Norvège, on est obligé de rouler avec des pneus hiver ou à clous du 15 novembre au 15 avril. Et on est obligé d'en avoir 4. On ne peut pas rouler avec seulement 2 pneus neige à l'avant, comme c'est possible en France. Ici, c'est 4 obligatoires. Les chaussettes aussi, il existe comme pour les vélos, des chaussettes qu'on peut venir remettre sur les pneus été. Ça marche pas ici, c'est pas autorisé. Il faut des pneus hiver ou des clous. Pour l'utilisation des pneus clous, à certains endroits en Norvège, il faut payer des taxes, comme à l'entrée d'Oslo par exemple. Alors soit vous pouvez prendre un abonnement à l'année, soit vous vous arrêtez à une petite borne à l'entrée de la ville pour prendre un ticket à chaque fois. Donc ça c'est un budget à prendre en considération aussi si vous circulez dans Oslo. Vous êtes obligé du coup de prendre l'abonnement à l'année. Quand vous achetez une voiture d'occasion, vous recevez toujours avec 2 jeux de roues du coup complètes, les pneus et les jantes avec, ce qui est très pratique parce que ça évite d'aller au garage pour faire remonter les pneus sur les jantes, mais du coup ça veut dire qu'il faut pouvoir stocker toute l'année en permanence un deuxième jeu de roues, ce qui prend quand même pas mal de place. Donc si vous êtes en appartement ou que vous êtes en maison mais que vous voulez pas stocker ces pneus-là, il existe des hôtels à pneus, et il faut compter entre 2000 et 3000 couronnes par an à peu près pour stocker ces pneus toute l'année. La plupart des endroits de stockage de pneus proposent des tarifs assez intéressants pour faire changer ces pneus. Il faut compter entre 300 et 400 couronnes. Nous, on l'a toujours fait nous-mêmes parce qu'on pouvait stocker les pneus là où on habitait. Je vous recommande aussi d'avoir toujours avec vous des chaînes pour les périodes de neige, de givre, de glace. Il faut toujours avoir une petite pelle. Il existe des petites pelles rétractables très pratiques. Et donc des chaînes, et ça je vous le recommande parce que moi j'en ai acheté il y a pas très longtemps, mais on s'est fait piéger. Il y a 2 ans, en fait, on est parti se promener assez tard, en plus dans la saison, au mois d'avril je crois. En fait, il y avait toujours un petit peu de neige et on est allé se promener, pourtant dans un coin qu'on connaît bien, mais on s'est retrouvé tout d'un coup comme ça en haut d'une côte, mais hyper abrupte. Et on n'a pas eu d'autre choix que de la descendre parce que la voiture elle est partie en crabe en fait, donc on a descendu toute la route de travers. C'était une toute petite route, donc c'était pas dangereux, on n'était pas sur de la grosse circulation. C'était une petite route d'accès pour aller à un camping justement, pour aller se promener autour du camping le long du fjord. Et en fait la voiture a glissé tout le long de cette côte et on s'est retrouvé en bas, et évidemment impossible de remonter parce que la route était complètement verglacée. Donc là, on ne savait pas quoi faire parce qu'on n'avait pas de chaîne, donc on est rentré chez nous à pied. On a mis 3 heures à rentrer à pied, c'était assez sympa. Et ensuite, on a appelé un copain qui est un peu bricoleur et qui est assez fort pour sortir de situations comme ça. Et du coup, il nous a dit non, mais je vais essayer un truc, attendez avant d'appeler la dépanneuse et tout ça, parce que c'est pareil, tout ça, ça coûte cher. Et en fait, on a réussi à remonter cette côte en utilisant des cailloux, des graviers. En fait, en Norvège, l'hiver, ils vendent des sacs de gravier pour venir mettre sur la neige en fait pour pas glisser, parce que ça sert à rien de mettre du sel, quelquefois il y a des couches de neige trop épaisses, donc on pourra pas faire fondre toute cette couche de neige avec le sel. Donc il faut utiliser des petits graviers pour éviter de glisser. Donc on a acheté plusieurs sacs de gravier qu'on a répartis sur cette route à peu près à l'emplacement avec l'écart des roues de la voiture, et on a aussi coupé des branches de sapin qu'on a posées par terre.
Et ça marche très bien. On a réussi à remonter la côte avec la voiture le lendemain, du coup, quand on est retourné avec ce copain. Mais du coup, là, notre copain nous a dit quand même, vous devriez acheter des chaînes, parce que là, si vous aviez eu des chaînes, vous auriez pu remonter tout de suite. Et on s'est dit, effectivement, c'était pas très raisonnable de s'aventurer sur des petites routes enneigées sans des chaînes. Donc maintenant, j'ai toujours dans la voiture des chaînes et la petite pelle. L'importance des pneus aussi, c'est vrai que des bons pneus et des pneus neufs, ça coûte cher, mais je vous recommande vraiment de pas acheter des pneus trop d'occasion, trop usés, etc. parce que ça fait vraiment une grosse différence. Je m'en suis rendu compte là quand j'ai changé de voiture. On a changé en janvier. Et en fait, les pneus de la voiture qu'on a là, c'est toujours une C3, mais en modèle sport, c'est une C3 PureTech avec turbo, etc. Et du coup, les pneus sont un peu plus larges et ça fait vraiment toute la différence. La voiture, elle a une tenue de route vraiment meilleure. Et pour les périodes d'hiver qui durent quand même assez longtemps, cette année, on n'a pas eu de la neige très tôt, mais il y a 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus, on a eu de la neige non-stop de novembre à avril. Pendant vraiment presque 6 mois, on a eu de la neige. Donc là, c'est vraiment très important d'avoir un véhicule dans lequel on se sent en sécurité et qui glisse pas tout le temps dès qu'on prend le moindre virage. Parce que les routes en Norvège sont évidemment très bien déneigées sur les axes principaux, mais dès que c'est des plus petites routes, en fait, comme je vous disais avant, ils déneigent pas, parce que, en fait, quand les déneigeuses passent, elles viennent pousser la neige sur les côtés. Et en fait, dans les endroits où il neige pas très longtemps, ça peut marcher, parce qu'après, cette neige, elle va fondre, et du coup, ça pose pas de problème. Sauf qu'en Norvège, comme il neige trop longtemps, si les déneigeuses, elles passent et qu'elles viennent pousser comme ça la neige sur les côtés pendant 6 mois, mais c'est pas possible en fait, parce qu'après la neige, ça fait de trop gros amas de neige, et après il faut que d'autres véhicules viennent pour pouvoir enlever cette neige. Donc c'est trop de logistique, c'est trop de travail. Donc en fait, sur les axes qui ne sont pas des axes principaux, ils laissent la neige sur la route et ils viennent mettre des petits graviers, justement, pour pas qu'on glisse. Et d'ailleurs, au printemps, ça donne lieu à des routes vraiment très sales, parce qu'il y a du coup tous ces graviers qui restent sur la route quand la neige a fondu. Et il y a plein de petites balayettes nettoyeuses qui se baladent partout sur les routes pour nettoyer et aspirer tous ces graviers. Il faut aussi compter le contrôle technique qui est tous les 2 ans. Qui coûte environ 1000 couronnes, entre 700 et 1100, 1200 couronnes en fonction de là où vous allez. Et il y a aussi la révision, alors c'est tous les ans ou tous les 20 000 km, en fonction de quel facteur arrive en premier. Et là, il faut compter dans les 3000 couronnes. Il faut compter aussi le crédit pour la voiture, à savoir que si vous arrivez en Norvège et que vous travaillez depuis peu de temps ou que vous ne travaillez pas encore, vous n'aurez certainement pas un prêt à la banque en fait pour obtenir votre voiture, donc vous serez obligé de l'acheter avec vos économies, donc ça c'est vraiment un budget à prévoir. À la base, on dit que les banques en Norvège sont assez prêteuses, mais ça l'est de moins en moins, en tout cas pour les étrangers, parce que là j'ai l'impression que ça s'est vraiment fermé. Moi j'ai pas de crédit, mais de ce que j'entends autour de moi, c'est vraiment de plus en plus compliqué d'obtenir des prêts, alors que ce soit pour l'immobilier, si vous n'avez pas un très gros apport, ou pour la voiture, si vous venez d'arriver en Norvège, c'est vrai que ça sera très difficile, voire impossible d'obtenir un prêt. Les contrôles techniques en Norvège sont vraiment très stricts, et c'est pour ça que vous verrez qu'il n'y a aucune vieille voiture en fait qui circule, à part les voitures de collection, ou à part les voitures des travailleurs étrangers qui sont dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs où ils ont besoin de leur véhicule, comme je vous disais au début. C'est souvent pas des très très belles voitures, mais pour les voitures norvégiennes, vous verrez rarement vraiment de vieilles voitures, parce qu'en fait, tout simplement, elles passent pas le contrôle technique. Le stationnement est assez cher.
il faut compter entre 20 couronnes et 90 couronnes pour certains parkings du centre-ville d'Oslo, par exemple. Vous avez dans la plupart des parkings des bornes où vous pouvez aller chercher votre petit ticket à l'ancienne, mais un conseil, c'est d'utiliser l'application EasyPark. Alors il y a plusieurs applications qui sont utilisées ici, mais EasyPark c'est la plus courante, et c'est très pratique parce que par exemple si vous allez vous balader mais que vous ne savez pas combien de temps vous allez rester et que vous mettez par défaut 2 ou 3 heures de parking et puis qu'au final vous êtes resté qu'une demi-heure et que vous repartez avant, du coup vous avez payé trop de parking. Alors vous pouvez toujours, comme on faisait avant, donner votre ticket à quelqu'un, sauf que dans beaucoup de parkings, ici en fait il faut enregistrer sa plaque d'immatriculation, donc on ne peut plus faire ça. Donc c'est un moyen aussi d'économiser un petit peu d'argent si vous ne savez pas combien de temps vous allez rester. C'est des petites sommes, mais le cumul de tout ça fait que ça peut représenter un petit budget. Si vous venez en tant que touriste, faites attention justement à tous ces panneaux de stationnement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair. Et les amendes de stationnement coûtent 700 couronnes, donc c'est quand même assez cher. Par exemple, vous avez beaucoup de parkings où vous êtes scanné automatiquement à votre entrée, et il faut payer que en sortant. Alors si vous lisez pas bien les panneaux et que vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de bornes, etc., vous allez peut-être penser que c'est un parking gratuit ou un truc comme ça, mais en tout cas, voilà, sachez qu'en Norvège, il y a très peu de choses qui sont gratuites, malheureusement. Un autre point sur lequel il faut faire attention, si vous cherchez un endroit par exemple pour laisser votre voiture pour la nuit, il y a certains endroits où vous allez voir que c'est payant de 9h à 18h par exemple. Donc vous vous dites, ok, si je me gare à 19h et que je laisse la voiture toute la nuit et que je la récupère le lendemain matin avant l'heure de début, du coup c'est bon, mais en fait non, parce que dans la plupart des endroits, il y a un maximum d'heures autorisées de stationnement en fait, et nous c'est la première amende qu'on a eue en Norvège, on s'est fait avoir avec ça. C'était écrit en dessous qu'on n'avait pas le droit de stationner plus de 3 heures, même pendant cette période de nuit. Par rapport à l'hiver, faites aussi attention aux panneaux réservés pour les places handicapées, parce que quelquefois les panneaux avec la neige, eh bien on les voit pas, ou alors s'il n'y a pas de panneau mais qu'il n'y a que le logo en fait de dessiné au sol, eh bien on le voit pas, on se gare, on pense que c'est une place normale, et on peut se prendre une amende, et je vous confirme que c'est possible puisqu'on en a une. Donc si vous faites le cumul de tous ces frais, en fait, on arrive dans les 5500 couronnes par mois environ. Donc ça fait entre 500, 550, 600 euros par mois en fonction de votre véhicule. Et là, c'est pour un véhicule à peu près de type C3, C4 maximum. Si vous avez un véhicule vraiment plus gros ou de type un peu 4x4, les frais sont vraiment plus importants. Donc vous voyez, c'est des frais qui sont quand même pas négligeables, d'où le fait que tout le monde n'a pas deux voitures en Norvège. C'est vraiment... ça coûte tellement cher que même les gens qui sont aisés financièrement, quelquefois, ils se disent non, je veux pas mettre de l'argent là-dedans. Alors... on se dit, ok, avoir une voiture, ça coûte cher. Moi, je préfère prendre les transports. Ben ouais, mais quelquefois, ça coûte encore plus cher. Donc c'est pour ça que je vous disais au début que c'est vraiment un calcul à faire en fonction de ce que vous faites, du déplacement, de la fréquence, etc. Mais c'est vrai qu'il arrive quand même souvent que les transports soient plus chers que d'avoir un véhicule. Je vous donne un petit exemple. Tous les vendredis, je vais travailler à Oslo. Et en fait, c'est moins cher en voiture parce que on y va à deux avec mon copain, parce qu'on travaille tous les deux. Moi, je donne des cours de chant et lui, il donne des cours de batterie. Donc, j'habite à Tønsberg, c'est à 110 km d'Oslo, donc c'est pas très loin. Alors, il faut compter 37 couronnes de bus pour aller de chez moi à la gare. Ensuite, il y a 600 couronnes de train pour aller de Tønsberg à Oslo en centre-ville. Et ensuite, quand j'arrive à Oslo, le studio, il n'est pas dans le centre-ville, donc il faut que je prenne le tram. Et du coup, aller-retour, ça coûte 80 couronnes. Et donc, au total, ça nous coûte 760 couronnes par personne. Donc, ça fait 75 € par personne. Donc, ça nous coûte 150 € à deux pour aller à Oslo pour travailler. Donc en fait, ça vaut pas le coup qu'on aille travailler, quoi. C'est vraiment, c'est un budget qui est vraiment trop important.
Donc là, pour nous, parce qu'on y va à deux, ça vaut beaucoup plus le coup d'y aller en voiture. Si on compte l'essence, les péages, le parking, et puis l'usure de la voiture, on en a pour 480 couronnes à deux au lieu de 1500. Donc 2/3 de moins quand on y va en voiture. Alors après, si c'est pour aller travailler tous les jours, il y a évidemment des abonnements de bus et de trains qui sont très intéressants. De Tønsberg à Oslo, c'est 3000 couronnes l'abonnement, donc c'est vraiment pas très cher par mois, mais c'est rentable seulement si on y va plus de 4 fois par semaine. Donc nous, comme on n'y va qu'une fois, ça vaut pas le coup. Donc ça vaut vraiment le coup pour les gens qui font l'aller-retour tous les jours. Alors pour contrer un petit peu ce prix des transports, il y a eu en Norvège, tout comme il y a eu en France aussi, d'autant plus avec le virus cette année, un boom des vélos électriques. Alors c'est un très gros business en Norvège, il y en a vraiment partout. En plus, comme dans certaines régions, c'est des coins un petit peu montagneux, avec quand même pas mal de côtes, etc. C'est vrai que c'est assez pratique d'avoir un vélo électrique, d'autant plus que beaucoup de gens vont amener leurs enfants à l'école à vélo. Donc il y a des sièges spécifiques, il y a même des petites remorques en fait à roulettes pour mettre les enfants, on peut aller faire les courses aussi avec. Enfin il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent le vélo à la place des transports ou du véhicule. Il y a eu un boom de vol de vélos. C'est un phénomène alors qu'il y a depuis plusieurs années en Norvège, je sais pas pourquoi, mais le vol des vélos c'est un truc de ouf. Moi je me suis fait voler 2 vélos. Alors qu'il y a vraiment très peu de criminalité, de vol, etc. Mais alors le vol des vélos, c'est vraiment un truc, quoi. Et depuis quelque temps, il existe ici des espèces de containers, en fait, en métal, qui sont séparés. En fait, on vient ranger son vélo à l'intérieur, c'est électronique, je crois que ça fonctionne par abonnement, mais en fait, c'est pour éviter de laisser son vélo dehors, parce que les vélos électriques, même s'ils sont bien attachés, etc., on peut se les faire dégrader, on peut se faire voler la batterie. Donc c'est pareil, si on a l'avantage, on se dit on se déplace en vélo électrique, mais si à chaque fois qu'on attache le vélo quelque part, faut se trimballer la grosse batterie électrique dans le sac à dos et tout, c'est pas très pratique. Et les vélos dans lesquels maintenant la batterie est intégrée dans le cadre coûtent quand même assez cher. Donc ce système de parking à vélo dans des containers se voit de plus en plus. Et puis sinon, pour ceux qui le peuvent, ils le rentrent en fait le plus possible dans les bureaux ou dans les cours intérieurs. Et il y a aussi, comme en France, des possibilités pour faire graver en fait son vélo sur le cadre pour pouvoir le retrouver. Passons maintenant au permis. Beaucoup se demandent si on peut circuler en Norvège avec son permis français, d'autant plus que certains, tout comme moi, ont encore ce vieux permis français rose à volet, qui est valable, qui fonctionne, mais c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, surtout qu'en plus, moi, comme j'ai fait la conduite accompagnée à 16 ans, sur la photo, j'ai 16 ans. Donc c'est drôle. Et quand j'ai acheté ma voiture il y a 2 mois, là, quand le vendeur m'a demandé mon permis pour aller faire la copie, au moment où je lui ai donné, je lui ai dit, bon, vous rigolez pas, hein. Et il me dit, bah non, pourquoi? Et quand il a vu le truc, il a pas pu s'empêcher. Il a éclaté de rire. Pas pour ma photo spécialement, mais pour juste le papier, en fait. Parce qu'en Norvège, les permis, c'est des petites... comme des cartes de crédit, en fait. Donc, à savoir que le permis français est valable en Norvège. Le seul truc à vérifier, c'est qu'il faut que vous ayez sur la couverture de votre permis les petites étoiles européennes. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert l'année dernière, enfin il y a 2 ans, quand mes parents sont venus me rendre visite. J'ai vu le permis de mes parents, en fait on a comparé avec le mien, et moi sur le mien, effectivement, sur la première face, j'ai les étoiles européennes dessus, et mes parents ne l'ont pas. Donc on a cherché sur internet, on a regardé, effectivement, normalement pour les permis qui ne l'ont pas, ça veut dire que ce sont des permis qui, logiquement, ne sont pas valables à l'international.
Donc je sais pas si c'est vraiment, si on se fait contrôler ici qu'un permis comme ça, je sais pas si c'est vraiment amendable, ça je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est un point à vérifier, et si vous avez les étoiles dessus, il y aura pas de souci. Moi, je me suis déjà fait contrôler, alors pas souvent, hein, en 6 ans et demi, je me suis fait contrôler 2 fois, et j'ai montré mon permis rose à volet à chaque fois, et il n'y a pas eu de souci, ça les a fait sourire, mais c'est tout. Si vous restez en Norvège de façon permanente, vous pouvez faire échanger votre permis français contre un permis norvégien. Alors, le seul intérêt, c'est le côté pratique, parce que votre permis français fonctionne très bien, il n'y a vraiment pas d'autre raison pour changer ce permis, c'est que c'est en format de carte de crédit, et que vous aurez dessus votre numéro d'identité. Et du coup, ça vous sert de justificatif de papier d'identité, en fait. Parce qu'en Norvège, il y a un petit problème avec les cartes d'identité françaises qui devraient être valables pour tout, hein, normalement. Encore une fois, on fait partie de l'espace Schengen. Donc les cartes d'identité françaises sont reconnues et font office de papier d'identité. Donc ça, c'est vrai pour tous les touristes, hein. Si vous venez en tant que touriste, il n'y a aucun souci, votre carte d'identité fonctionnera partout. Mais si vous vous installez en Norvège, ça peut poser des petits soucis, comme par exemple à la poste, pour retirer un colis. Normalement, ils sont censés accepter la carte d'identité. C'est un document d'identité officiel et valide, sauf que y en a beaucoup qui le prennent pas, en fait. Donc après, vous pouvez rentrer dans un débat avec la personne, de lui dire si vous êtes obligé, machin, enfin bon, si vous voulez pas que ça dure des heures, et voilà, vous présentez direct votre passeport et c'est bon. Mais pour ceux qui n'ont pas de passeport, ça peut poser des petits problèmes comme ça pour retirer des colis, par exemple. Quand vous obtenez votre numéro d'identité norvégien, que ce soit un numéro temporaire ou définitif, vous allez avoir une feuille, un papier A4, qui justifie donc ce numéro. Donc ça, c'est un papier qu'il faut avoir toujours sur soi, parce que par exemple, pour moi qui n'ai pas de permis norvégien, ce petit papier A4, c'est ma seule preuve, en fait, de numéro d'identité. Si je l'avais pas sur moi, avec mon nom et mon passeport, il me recherche dans les dossiers, il voit que je suis enregistrée avec un numéro, normalement il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir justifier de mon numéro d'identité. Du coup, j'ai présenté ce papier. Alors que si vous avez un permis norvégien avec ce numéro d'identité dessus, du coup ça vous évite d'avoir ce papier-là. Le deuxième intérêt quand même pratique, c'est qu'il existe ce nouveau permis de conduire norvégien en format numérique dématérialisé. Donc il y a des applications, et du coup vous pouvez l'avoir toujours avec vous sur votre téléphone, et ça vous évite d'avoir le permis physique dans vos papiers. Si jamais vous perdez votre permis français en Norvège, apparemment, c'est assez compliqué pour en obtenir un nouveau, parce que du coup, c'est un échange entre l'ambassade et la France pour refaire un nouveau document, etc. Mais j'ai cru comprendre sur certaines discussions de forum que c'était assez compliqué, alors que si vous avez un permis norvégien, du coup, voilà, vous vous assurez d'avoir ce permis valide, et ce permis norvégien est évidemment aussi international et valide en France. Quand vous rentrez en France en vacances, si vous vous faites contrôler avec ce permis norvégien, ça fonctionne. Petite parenthèse pour ceux qui ont besoin de leur permis pour travailler, comme moi par exemple, pour mon boulot, comme je suis reporter, que je travaille en vidéo, que j'ai besoin de me déplacer beaucoup, et quelquefois à l'étranger, à l'époque où c'était possible de voyager. Mon copain a fait la demande de ce nouveau permis il y a plus d'1 an, et il attend toujours. Et en fait, il y a un problème de communication entre le service norvégien et la France. Il a relancé plusieurs fois le service, et le service dit que c'est la France qui ne donne pas les infos, en fait, de validation du permis. Donc certes, peut-être que mon copain, il a vraiment pas eu de chance. Je sais que beaucoup ont fait la demande et ça a été traité vraiment très vite. Ils ont eu leur nouveau permis en 2 semaines, 1 mois, 2 mois, enfin c'est assez rapide. Mais il n'y a pas que mon copain qui est dans ce cas-là, en fait. On connaît 2 ou 3 personnes qui sont toujours en attente de ce permis.
et dont un ami grec qui, lui, attend depuis plus d'1 an et demi, je crois. Il n'a toujours pas le retour. Et en fait, quand on fait la demande de ce permis, on reçoit un courrier temporaire, qui donc c'est un permis temporaire de 3 mois, mais qui n'est valable que en Norvège, Suède et Danemark. Donc si vous avez besoin de rentrer en France par exemple, eh bien vous aurez plus de permis. Donc ça, faut faire attention en fonction du moment de votre demande. Et puis du coup, mon copain là, il est un petit peu embêté parce que pour l'instant, il a plus de permis depuis 1 an. Donc bon, s'il se faisait contrôler, il peut justifier qu'il a fait la demande et que c'est l'État norvégien qui est en possession du permis, mais en tout cas c'est embêtant. Donc ça peut aller très vite comme ça peut bloquer, donc faites attention par rapport à votre travail et à vos obligations éventuelles de déplacement si vous faites cette démarche. Je refais une petite parenthèse par rapport à cette carte d'identité. Si vous êtes en train de préparer votre installation en Norvège, même si la carte d'identité française est censée passer partout, je vous recommande quand même de faire un passeport, parce que d'expérience, de ce que j'ai vu sur les forums, beaucoup de gens qui n'ont pas de passeport mais qui n'ont que la carte d'identité ont été embêtés pour le rendez-vous justement pour obtenir ce numéro d'identité à l'UDI. Nous, on a été, je sais plus pourquoi, on n'avait pas nos passeports sur nous à ce moment-là. Je me demande si c'était parce qu'ils n'étaient pas à l'ambassade pour une demande de documents quelconque, on avait sur nous que nos cartes d'identité. Eh ben, ils les ont pas acceptées, quoi. Donc ils aiment vraiment pas cette carte d'identité, à chaque fois qu'on la présente, ils disent que c'est pas reconnu, que c'est pas une pièce d'identité officielle, internationale, etc. Alors qu'avec le passeport, ça passe vraiment partout. Donc je vous recommande quand même, si vous voulez être tranquille, de vous faire un passeport avant de venir. J'ai entendu aussi beaucoup dernièrement, là, dans les banques sont assez frileuse dernièrement pour ouvrir les comptes bancaires pour les étrangers. Et justement, j'ai entendu plusieurs personnes qui se sont fait refuser l'ouverture d'un compte en banque à cause de leur carte d'identité, en fait, parce qu'il fallait un passeport, ou sinon, avec la carte d'identité, on peut avoir le droit, par exemple, d'avoir qu'une carte de débit, et pas une carte de crédit, où on n'aura pas le droit d'acheter sur Internet, etc. Donc ça peut être très embêtant, donc je vous recommande vraiment de vous faire un passeport. Concernant le passage du permis, c'est pareil, si vous êtes en train de préparer votre venue en Norvège, je vous recommande grandement de passer votre permis en France avant de venir en Norvège. Parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. En France, c'est 20 heures de conduite, le code, et c'est terminé. En Norvège, il y a des modules différents. Tout d'abord, il faut payer un document de son médecin attestant de notre vue et de notre état de santé. Ensuite, il y a un atelier de démonstration de conduite de nuit et des premiers secours. Donc si vous passez le permis en été, par exemple, vous aurez un permis temporaire jusqu'à l'hiver, et là, vous passerez les 2 stages de démonstration pour avoir votre permis définitif. Il y a aussi des modules de conduite de sécurité avec des tests d'obstacles pour tester les réactions. Il y a un module de conduite sur glace et un module de conduite de longue durée. Il y a ensuite le code et l'examen de conduite. Donc ça fait beaucoup de modules, c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. C'est assez difficile de donner un tarif parce que ce sont des tarifs à l'heure et du coup il faut valider tous ces modules. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, 45 minutes de conduite à Oslo, ça coûte entre 600 et 800 couronnes. Le test de conduite qui dure 1 heure coûte 1100 couronnes. Et ensuite, il faut repayer 380 couronnes pour le permis avec la photo lorsqu'on obtient l'examen. En gros, il faut compter entre 20 000 et 60 000 couronnes pour passer le permis. Donc ça coûte très cher et en Norvège, beaucoup font des prêts en fait pour pouvoir se payer le permis. Donc si vous avez la possibilité de le passer en France avant de venir,
je vous recommande de faire ça. De plus, c'est en norvégien, bien sûr. Donc, si on ne maîtrise pas très bien la langue, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, ça va vous coûter plus cher parce que ça va être plus long à obtenir. Il faut environ un bon niveau B2 de norvégien pour pouvoir passer le permis tranquillement, mais pas en dessous. Ceux qui ont perdu le permis à cause d'infractions ici ont vraiment galéré à le repasser parce que c'est pas évident avec tous ces modules et avec toute la théorie à apprendre en norvégien, c'est vraiment pas facile. Il existe aussi la conduite accompagnée en Norvège et du coup on passera moins de temps après pour passer le permis et on aura des points bonus pour les assurances, donc c'est intéressant. Par rapport au temps de passage de ce permis, certaines écoles de conduite proposent des permis en formule intensive sur 2 semaines. Sinon, en gros, faut compter à peu près 6 mois, mais beaucoup prennent plus de temps et c'est assez courant de passer plus d'1 an à obtenir ce permis. Concernant la conduite en Norvège, je dirais que les Norvégiens sont plutôt des bons conducteurs et sont assez calmes et courtois au volant. Alors après, évidemment, sur les petites routes de campagne et sur les autoroutes, on en voit toujours qui roulent plus vite que les autres, mais en règle générale, les Norvégiens sont plutôt cool et sont plutôt courtois. En Norvège, il faut faire vraiment très attention quand on circule au passage piéton, parce que les piétons, en fait, sont vraiment prioritaires, et la plupart, d'ailleurs, traversent la route sans regarder. Mais vraiment, il y a beaucoup d'accidents de piétons l'hiver. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de porter des réflexes, des petites bandes réfléchissantes ou des gilets jaunes. En fait, beaucoup ont des gilets jaunes pour circuler. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits en Norvège à la campagne où il n'y a pas de trottoir. Donc on doit circuler sur la route. Donc c'est vraiment dangereux l'hiver quand les journées sont courtes et qu'à 15h30 il fait nuit noire. C'est vraiment très dangereux. Et du coup, les passages piétons, on les voit pas bien, et nous, quand on est piéton, on pense que les voitures nous ont vus, mais en fait, quand on est en voiture, on les voit pas les gens, donc c'est vraiment très dangereux. Sinon, ils sont plutôt courtois pour quand il y a des bouchons, par exemple, ou quand on est sur les ronds-points, tout le monde se laisse passer, 1 sur 2, quand il y a des rétrécissements de voies, c'est assez respecté en général, les gens sont plutôt cool. Mais puisqu'on parle de ronds-points, c'est pas leur fort aux Norvégiens, je sais pas, il y a un truc qu'ils prennent pas bien. Le fait de mettre le clignotant à gauche quand on va faire le tour du rond-point, ou quand on va à plus de 2 sorties par rapport à là où on est, ou de se mettre à droite quand on sort à la sortie numéro 1 ou numéro 2, ils ont du mal, hein. Et puis les clignotants connaissent pas trop dans les ronds-points, c'est un peu compliqué, donc faut faire attention. Parce que si on s'engage, il y a vraiment beaucoup d'accidents sur les ronds-points. Et les priorités à droite aussi, ils ont un petit peu de mal avec ça. Pourtant, c'est les mêmes lois qu'en France. Il y a les mêmes panneaux, il y a les mêmes règles de circulation. Et la priorité à droite existe aussi en Norvège, mais j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Il y a beaucoup de vélos aussi, comme je vous disais. Et il y a des pistes cyclables vraiment à beaucoup d'endroits, mais c'est vrai que les vélos, du coup, ils vont plus vite, et du coup, quand ils passent sur ces fameux passages piétons, même si on est censé normalement descendre du vélo pour marcher sur le passage piéton, il y en a quand même beaucoup qui passent sur les passages piétons à vélo et qui restent sur leur vélo, et du coup, comme ils vont plus vite, c'est vraiment très dangereux, encore une fois, l'hiver, etc., faut faire attention parce qu'on les voit pas bien. Il y a un point sur lequel il faut faire très attention si vous recevez de la visite de votre famille ou d'amis français qui viennent en Norvège avec leur véhicule français, c'est que si vous êtes résident norvégien, normalement, il est interdit de conduire une voiture étrangère sur le territoire norvégien. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de conduire la voiture française de vos parents. Alors, si vous vous faites contrôler, je suppose que si vous êtes dans le véhicule avec vos parents et que vous expliquez qu'ils sont en vacances, par exemple, et que vous avez fait beaucoup de routes et que là, vous partagez juste la conduite pour les soulager, entre guillemets, de la route, peut-être que ça peut passer si les propriétaires de la voiture sont avec vous au moment du contrôle.
mais je suis pas certaine. En tout cas, si vous vous faites contrôler tout seul au volant d'une voiture étrangère alors que vous êtes résident, normalement c'est interdit, donc c'est amendable. Sinon ce serait trop facile, on pourrait garder notre voiture française et puis à chaque fois qu'on se fait contrôler, on dit que nos parents sont en vacances et puis qu'on utilise leur véhicule évidemment, donc c'est interdit. Je sais qu'une fois, pendant la première année où j'avais ma voiture française, on partait pour un concert, je crois, et on voulait partager la route, et un ami norvégien n'a pas voulu en fait conduire la voiture parce que c'est lui qui nous a dit que c'était interdit. Et ça, c'est indépendant de votre permis, hein. C'est pas forcément seulement si vous avez échangé votre permis français contre votre permis norvégien. Même si vous avez votre permis français, c'est interdit à partir du moment où vous êtes résident. Alors après, j'ai pas les détails, je sais pas si est-ce que si vous avez seulement un dénumère, un numéro d'identité temporaire, ou si vous avez un numéro permanent. En tout cas, si vous êtes considéré comme résident norvégien, c'est interdit. Il y a un des points pour lesquels vraiment ici, ça rigole pas, c'est l'alcool au volant. Officiellement, c'est 0,2, donc normalement on pourrait boire un petit verre et conduire, sauf qu'en fait c'est un petit peu tolérance zéro. C'est vraiment très mal vu de boire un verre et de conduire après. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant pour le côté social et tout ça quand on est invité, parce que du coup on est obligé de se relayer. Moi avec mon copain, quand on est invité, on fait chacun son tour, il y en a un qui boit pas. Alors du coup, il y aurait l'option, pour aller à ces dîners ou pour sortir, de se déplacer en taxi, mais alors le taxi en Norvège, c'est vraiment très très cher. J'habite à Tolsrød, donc c'est à 15 km de Tønsberg, donc il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes de route de chez moi au centre-ville, et ça coûte dans les 500 couronnes. Donc c'est vraiment un gros budget. Donc si on est à 4 et qu'on partage, ça va, mais si on est tout seul ou même à 2, c'est quand même un gros budget à rajouter en plus du restaurant, du repas et des boissons. Un petit truc rigolo que j'ai découvert ici, alors ça existe peut-être en France, mais j'en avais jamais vu avant, c'est qu'il y a quelques panneaux de circulation qui sont incurvés. Et donc on les voit mieux quand on est sur le côté, donc c'est assez pratique. En termes de sécurité, il faut faire très attention car il y a beaucoup d'animaux sauvages qui traversent les routes. Alors ça dépend évidemment de là où vous habitez, mais c'est vrai que dès qu'on sort des grosses villes, on est très vite à la campagne, au milieu de nulle part. Donc il y a beaucoup de chevreuils et d'élans. Et quand on voit la taille d'un élan, ça peut être à peu près de la taille d'un cheval, voire plus grand, on n'a pas très envie de s'en coltiner un. On voit régulièrement des images et des reportages concernant des accidents de collision avec des élans. Je viens de partager d'ailleurs, là, il n'y a pas longtemps sur Facebook, une photo assez impressionnante d'un élan qui est complètement encastré dans une voiture. Enfin bref, il faut faire vraiment très attention à ça. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux piétons, aux vélos, etc., la grosse difficulté, c'est que l'hiver, quand il fait nuit noire à 15h30 et qu'il n'y a pas forcément d'éclairage sur les petites routes, c'est pas évident de bien voir. Et donc une petite astuce sécurité, c'est d'utiliser des sifflets à ultrasons qui sont à la base faits pour les motos. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, j'y ai consacré un article. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Ce sont deux petits sifflets en plastique qu'on vient coller soit sur l'avant de la voiture ou sous les rétroviseurs. Et deux petites anecdotes pour vous prouver que ça fonctionne, c'est que les 2 premières années, moi j'en avais pas utilisé, et on voyait des chevreuils mais de partout. On n'a pas eu d'accident, mais on a failli en avoir 2 fois. Et quand j'ai raconté ça à mon papa, il m'a dit « mais il faut que tu mettes des sifflets ». Et c'est vrai que du jour où on a posé ces sifflets, on n'a plus vu un seul chevreuil. Je suis originaire des Ardennes et la mascotte de la région, c'est le sanglier. Et il y a effectivement des sangliers partout, et quand j'étais petite, on a eu un accident avec ma maman, on est rentré dans un sanglier, donc on n'a rien eu de grave, mais la voiture a été quand même très abîmée. Et c'est suite à cet accident que mon père a commencé à utiliser ses sifflets.
Une petite anecdote d'un ami ardennais, un jour il y avait un bouchon sur la route parce qu'il y avait une famille de sangliers qui avait squatté le milieu d'une route et qui ne voulait pas bouger, il y a la police qui est arrivée, etc. Ils n'arrivaient pas à les déloger. Et il y a un ami de mes parents qui est arrivé au loin avec ces sifflets-là et en fait ça les a fait fuir instantanément. Donc vraiment ça marche. En plus, ça coûte rien du tout, ça coûte 2 € environ. Vous pouvez en trouver partout sur internet et chez Noroto. Si vous savez pas à quoi ça ressemble et que vous avez du mal à trouver, je vous mets le lien dans la description de l'article que j'ai écrit à ce sujet. Concernant le covoiturage, c'est pas très répandu en Norvège. Il y a un site qui s'appelle Samvei, je vous mettrai le lien en description. Mais si vous faites des recherches de parcours, vous trouverez très peu de choses. En fait, c'est vraiment très peu utilisé. Il y a du covoiturage pour les gens qui se connaissent en fait en privé. S'il y a 2 amis qui travaillent dans la même boîte et qui habitent pas loin l'un de l'autre, ils vont venir se chercher, etc. Les gens essayent quand même de faire du covoiturage le plus possible. Mais faire du covoiturage en passant par un site pour essayer de trouver des parcours, pour monter avec des gens qu'on ne connaît pas, etc., c'est pas très utilisé ici. Donc voilà, vous l'aurez compris, avoir une voiture en Norvège, c'est un petit luxe, ça coûte assez cher, mais on ne peut pas toujours s'en passer, donc il faut l'inclure dans notre budget et faire en fonction, et faire les comparatifs avec les transports en commun pour voir ce qui vous correspond le mieux. Je vous invite à aller consulter mon article sur le coût de la vie en Norvège et je vous donnerai des petites astuces dans un prochain épisode pour moins dépenser. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!